Il intervenait mardi soir à l'occasion de la 67e session ordinaire de l'Assemblée générale à New York. Joseph Kabila, du haut de la tribune des Nations Unies, a évoqué la crise qui sévit dans le Nord Kivu. C'est une situation inacceptable, a-t-il déclaré devant une kyrielle de chefs d'État. Joseph Kabila a rappelé à l'ONU de sanctionner sévèrement les ennemis de la paix qui soutiennent les rebelles au Nord Kivu. L'Assemblée va entendre une allocution de son Excellence M. Joseph Kabila Kabange, président de la République démocratique du Congo. L'ajustement ou le règlement de différends internationaux par des moyens pacifiques, telle a été la vision de l'ONU qui a caractérisé les interventions des chefs d'État au cours du débat général à la 67e session ordinaire de son Assemblée générale. Cette recommandation est d'autant plus judicieuse qu'il s'agit d'un thème dont l'actualité et la pertinence sont inaltérables et qui s'inscrit dans la dynamique de la recherche sans cesse renouvelée de la paix par d'autres moyens que le recours à la force. Le chef de l'État congolais Joseph Kabila a centré son discours sur la situation qui prévaut dans l'est de son pays. Pour le président congolais, cette situation appelle des sanctions exemplaires de l'ONU, sa crédibilité étant engagée. Au moment où je vous parle, Monsieur le Président, de centaines de milliers d'enfants, de femmes et d'hommes du Nord Kivu sont privés de paix et font l'objet de traitements inhumains et dégradants de la part d'une force négative dirigée par des éléments impénitents du fait de leur grande capacité de nuisance et de soutien extérieur. Des enfants sont privés d'école et forcés de porter et d'utiliser les armes à feu pour tuer leurs semblables, voire leurs propres frères et sœurs. Cette situation est inacceptable. Elle mérite d'être condamnée et devrait donner lieu à des sanctions. Un discours qui rassure ses pairs de la détermination du gouvernement de son pays de rétablir la paix et la sécurité dans l'est de la République démocratique du Congo. Je tiens à remercier le président de la République démocratique. La tenue de l'Assemblée générale de cette organisation offre à chacun de membres l'occasion de participer à la réflexion collective sur les voies et moyens de faire aboutir les efforts de paix, de sécurité et de développement dans chacun des États comme dans le monde. Et à la suite de son adresse devant la tribune des Nations Unies, les réactions n'ont pas tardé. Quelques députés ont donné leur lecture à ce sujet. Suivez-les. Au plus haut niveau de l'opposition, il y a eu une inquiétude, la petite inquiétude. Il fallait citer les diables par son nom. Donc je n'ai pas compris pourquoi il y a eu assez d'hésitation dans l'argumentaire du chef de l'État au niveau de la tribune des Nations pour ne pas citer le Rwanda et l'Ouganda. C'est très facile de le dire. C'est une tribune politique des Nations Unies. Nous avons aussi des rapports des Nations Unies qui condamnent fermement et nommément en désignant les agresseurs. Et nous savons que déjà le 27 septembre, il y a un mini-sommet de la RDC. Toujours à New York, le chef de l'État est là-bas. Pourquoi mettre la charrue devant le bœuf? Je crois que le chef de l'État a placé les mots. C'est lui qui a des oreilles, c'est lui qui a une intelligence, a compris que le chef de l'État a cité l'agresseur. Le chef de l'État a eu à développer dans son discours ce que j'ai retenu. D'abord la situation internationale, où il s'est planché sur la piraterie maritime dans la Corne de l'Afrique, qui menace le commerce maritime international. Notez que plus de 60% du fret maritime international passe par la Corne d'Afrique. Donc le pétrole qui vient du Moyen-Orient vers les États-Unis passe par là. Donc il a très bien fait de souligner ou de se plancher sur cet état de choses. Deuxième point, le chef de l'État a parlé de la guerre de l'Est. Et troisième point, il a parlé de la cohésion nationale. Maintenant vous me dites par rapport à la guerre de l'Est. Oui, c'est vrai, le chef de l'État s'est très bien exprimé. Il n'a pas utilisé la langue de bois, mais il était très diplomate.
Après adoption de son calendrier d'activité pour la session ordinaire de septembre, l'Assemblée nationale se remet résolument au travail. Sa plénière de ce mercredi a tablé sur l'examen du projet de loi portant restructuration de la loi organique portant fonctionnement et organisation de la CENI. Présenté par le ministre de l'Intérieur, ce projet de loi prévoit 11 postes au bureau de la CENI, dont 2 pour la société civile. Nos reporters ont approché quelques députés sur ce changement en cours à la CENI. Suivez. Je suis pour l'implication de la société civile, mais je suis hésitant de la société civile congolaise, qui au fait porte le maillot en dessous de la veste. C'est ça le problème, c'est ça la grande difficulté. Il n'y a aucune société civile indépendante, celle autonome et fonctionnelle, qui assumerait une autonomie fonctionnelle et qui ne serait pas tentée par la prise de pouvoir. Dommage, dans les pays du tiers-monde, les pays sous-développés, la République démocratique du Congo, le passé nous a démontré suffisamment qu'il n'y a plus de société civile, il y a des leaders civils cachés en société civile, mais qui au moment opportun s'élancent dans l'eau. Cette modification est attendue par tout le peuple. Par le fait que la CENI, après avoir organisé les élections passées, c'est-à-dire législatives et présidentielles, il y a eu certainement des dégâts. Ce qui a poussé à ce que le peuple puisse réclamer, notamment la société civile, puisse réclamer son intégration dans la structure. Aujourd'hui, nous venons de recevoir cette proposition de loi. Nous sommes en train de débattre là-dessus. Certainement, il y aura beaucoup de modifications. Elle ne sera pas prise intégralement. En voyant la proposition au jour d'aujourd'hui, elle donne que 2 postes à la société civile. Non, disons 2 places, pas 2 postes, 2 places à la société civile sur 11, parce que le bureau actuel de la CENI est à 7. Et avec la modification qu'on vient de nous donner à ce jour, fait passer le bureau de 7 à 11, mais dont la société civile ne sera que de 2 places. Alors, s'ils sont 2 places, donc cela démontre que cette société civile est minorisée. Autre chose à présent, les réformes des entreprises en RDC dans le domaine de la sécurité intérieure étaient ce mercredi au cœur des échanges à la primature. À ce sujet, le chef du gouvernement congolais Matata Ponyo s'est entretenu tour à tour avec l'ambassadeur américain James Entwistle, celui de la Grande-Bretagne Neil Wigan et celui de la Russie Anatoly Klimenko. Les niveaux de la coopération bilatérale entre la RDC et la Russie a également été évoqué. La crise dans l'Est préoccupe tous les alliés de la RDC et la 67e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York constitue un moment très important pour une prise de résolution durable dans l'Est du pays. Des affirmations de James Entwistle, ambassadeur américain en RDC, et son homologue de la Grande-Bretagne, Neil Wigan, dans leurs échanges avec le Premier ministre. Nous avons analysé un peu l'atmosphère à New York, mais le rendez-vous jeudi, c'est quelque chose organisé par les Nations unies. Et nous serons là avec beaucoup d'autres pays. Et nous sommes, moi je suis optimiste qu'on va trouver quelque chose. La Grande-Bretagne avait levé il y a peu la mesure de suspension de l'aide au Rwanda, mais pour Neil Wigan, cela ne change rien dans la relation bilatérale. Ça n'indique pas un changement de politique de mon gouvernement. Nous restons très inquiets par la situation à l'est du pays. Nous sommes en train de discuter à New York avec mes collègues là-bas pour assurer qu'une communiqué, une réunion qui va aider à obtenir une résolution durable à la crise à l'est du pays. Les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Russie comptent investir en RDC. Nous avons discuté la possibilité de doter la police nationale de l'équipement spécialisé, les moyens de renseignement et certains d'autres produits. Matata Ponyo s'est également entretenu avec les groupes parlementaires de la majorité. Le compte-rendu des vacances parlementaires et l'examen du budget 2013 ont alimenté leurs échanges. Le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Jean-Claude Massangou Moulongo, a présenté à l'issue de la réunion du comité de politique monétaire la 4e édition du rapport sur la politique monétaire du premier semestre 2012, basé sur la situation relative à la conjoncture internationale, à la stabilité des prix, du taux d'inflation enregistré en cette période et sur les objectifs de la politique monétaire. La BCC entend poursuivre une politique monétaire prudente, a déclaré le gouverneur Jean-Claude Massangou. La Banque centrale du Congo se félicite de la baisse du taux directeur de 7,5% en 6%. Importante décision qui coïncide avec une période cruciale en termes de demande sur le marché de consommation au 3e trimestre.
Pourquoi cette baisse, dit au directeur? Le taux directeur de la Banque centrale est une décision bien réfléchie, bien mûrie. Nous avons analysé la conjoncture internationale et son impact éventuel sur l'économie congolaise. Et nous pensons qu'avec l'expérience que nous avons acquise au fil des années, et les toutes dernières en particulier, avec une coordination entre la politique budgétaire et la politique monétaire qui s'est renforcée davantage ces dernières années, avec le fait que la paye des fonctionnaires a commencé à se faire à travers le système bancaire, donc il n'y a pas un déversement de cash important. Vous savez que la période de fin d'année. À l'issue de la réunion du comité de politique monétaire tenue à Kinshasa, Jean-Claude Massangou est formel. Tous les objectifs sont sous contrôle. À la même occasion, les rapports sur la politique monétaire au premier semestre a été présenté. Même si la conjoncture internationale n'a pas provoqué des répercussions négatives sur l'économie nationale, pendant les 6 premiers mois, la BCC compte poursuivre une politique monétaire prudente afin d'assurer à l'économie une offre de monnaie suffisante pour soutenir la croissance tout en évitant un emballement des prix sur le marché. C'est déjà une coutume pour eux de faire une évaluation de recettes de leurs régies respectives. Les responsables des régies financières se sont rencontrés à nouveau ce mercredi avec le ministre délégué aux Finances Patrice Kitebi et le vice-ministre des Finances Roger Chumbu. La rencontre a analysé le niveau des recettes du 25 septembre 2012 et le niveau sur lequel se situent les recettes par rapport aux assignations. Images et commentaires. C'est au cours de la 36e réunion sur la mobilisation de recettes qui vise à renforcer son efficacité de sa situation ainsi que les perspectives à court terme. Et par rapport aux recettes réalisées une semaine plus tôt, les membres de régies financières ont constaté un ralentissement de la mobilisation de recettes par les régies financières. Plusieurs facteurs sont à la base de cette baisse de profil. Au niveau de la DGRAD, la difficulté reste la collaboration avec les différents services d'assiette qui sont en premier plan dans la mobilisation de recettes non fiscales. Les patrons des finances de la RDC sollicitent une participation de tous les ministres sectoriels pour résoudre cette difficulté que rencontre la DGRAD avec les services d'assiette. À la DGDA et à la DGI, il s'est observé pendant cette période une baisse d'importation. Là aussi, des instructions précises ont été faites par le ministre délégué à la suite de la présentation qui a été faite sur les causes possibles de ces ralentissements. Toujours dans les soucis de faciliter l'efficacité des services, la DGDA a procédé à la permutation des receveurs. Concernant les missions d'audit en cours dans les régies financières, Patrice Kitebi affirme que le gouvernement ne peut pas lui permettre de violer la Constitution. Vous le savez, une mauvaise interprétation de la position du gouvernement congolais sur le redimensionnement du projet du barrage de Katende alimente ces derniers temps les colonnes de la presse. Enfin, cette question a trouvé d'éclairage. Il s'agissait pour le ministre de l'Énergie de redéfinir le contrat tout en prenant en compte l'urgence dans les 2 provinces du Kasaï. Et tout récemment, le ministre de l'Énergie, Bruno Kalala, s'est entretenu dans son cabinet de travail avec le président du Grand Kasaï pour échanger sur ce projet. Guy Chungu. 280 millions de dollars seraient investis par le gouvernement congolais et le consortium indien Belaïd pour la construction de la centrale hydroélectrique de Katende. Mais ces projets de haute facture n'allouaient aucun montant pour le transport et la distribution de cette énergie après la construction de ces barrages. Ce qui explique la décision du ministre de l'Énergie Bruno Kalala qui, après son entretien avec le président du Grand Kasaï, a décidé de redimensionner le projet par rapport à l'urgence dans le Grand Kasaï. Le plan directeur actuel du ministre prévoit la révision de la dimension de la centrale